étrange se propageait dans les tranchées britanniques. L'Allemagne préparerait une machine entièrement nouvelle, une masse d'acier si massive qu'elle ferait vaciller même les redoutables marques qui dominaient jusque-là les champs de bataille. Pour des soldats habitués à voir leurs propres chars avancer en ronronnant entre la boue et les éclats d'obus, l'idée qu'un adversaire puisse déployer un engin encore plus impressionnant provoquait une inquiétude qu'il n'aurait jamais avouée à voix haute, mais qui s'exprimait dans les regards échangés avant chaque assaut. Lorsque le Royaume-Uni déploya ses premiers Mark I au milieu de la Grande Guerre, l'effet fut brutal sur l'état-major allemand. Ces silhouettes d'acier, encore expérimentales mais terriblement efficaces contre les nids de mitrailleuses, perçaient les lignes comme rien d'autre auparavant. Les chefs militaires allemands, persuadés au début que ces engins n'étaient qu'une curiosité sans avenir, durent soudain accepter la réalité. Ils avaient pris plusieurs mois de retard dans une course technologique qui ne laissait aucune place aux hésitations. Il devint urgent de rattraper le temps perdu, et cette urgence donna naissance à une mission secrète confiée à la section des transports du Grand Quartier Général, la mystérieuse Abteilung 7 Verkehrswesen, dont les initiales allaient marquer l'histoire. Le projet fut placé entre les mains d'un homme capable d'imaginer une machine à la fois lourde, blindée, mobile et capable de soutenir de longues offensives sous le feu ennemi. Joseph Vollmer, l'un des ingénieurs automobiles les plus brillants du pays, reçut le cahier des charges à la fois ambitieux et contraignant. Créer un engin de près de 30 tonnes qui pourrait franchir des fossés d'1,5 mètre, avancer à une vitesse suffisante pour suivre l'infanterie et porter un canon à l'avant soutenu par une batterie impressionnante de mitrailleuses destinée à balayer tout mouvement hostile. Cette vision n'était pas seulement théorique. Les combats de l'année précédente avaient montré que les marques britanniques, malgré leur forme archaïque, étaient capables d'avancer dans des environnements où l'artillerie stagnait. Les Allemands savaient qu'ils ne pouvaient plus compter seulement sur leurs canons de tranchée, leurs fusils à verrou ou leurs grenades improvisées pour endiguer la menace. Il leur fallait un blindé capable de rivaliser, voire de surpasser l'ennemi. Le futur A7V devait combler ce vide, même si ses concepteurs savaient qu'ils travaillaient dans des conditions techniques compliquées, avec des ressources réduites et des exigences qui paraissaient presque irréalisables. Les premières esquisses prirent forme à une vitesse stupéfiante. Vollmer et son équipe adoptèrent le châssis du tracteur Holt américain, réputé pour sa robustesse et déjà utilisé sur plusieurs fronts. Sur cette base, ils imaginèrent un véhicule massif doté d'un blindage frontal de 30 mm, suffisamment résistant pour bloquer les balles de fusil et les rafales de mitrailleuses. À cela s'ajoutait une configuration de moteur particulièrement audacieuse. 2 blocs essence Daimler placés au centre de la structure pour répartir le poids et garantir que la masse d'acier puisse se mouvoir sans s'enliser immédiatement dans la boue des champs détruits. En décembre, les premiers plans définitifs furent présentés, et la machine ressemblait déjà à un monstre aux parois presque verticales. Elle n'avait pas la silhouette longue et effilée des marques britanniques. Elle avançait comme un bloc, un coffre blindé sur chenilles, mais doté d'un avantage que les ingénieurs allemands jugeaient décisif. Une suspension beaucoup plus évoluée, capable d'absorber les chocs du terrain et de maintenir la stabilité du char sur des sols que l'artillerie avait transformés en cratères. Le premier prototype sortit des chaînes au printemps 1917, et sa simple apparition suffit à impressionner les officiers venus observer les tests. La machine portait un canon Maxim Nordenfeldt de 57 mm récupéré sur des stocks britanniques capturés, un paradoxe ironique mais parfaitement efficace. Autour de ce canon principal étaient disposées 6 mitrailleuses MG Hacht, chacune nécessitant 2 membres d'équipage, car le tir prolongé provoquait une surchauffe qui nécessitait une vigilance constante. Il était clair pour tous que l'A7V n'avait rien d'un char improvisé. Il symbolisait l'entrée de l'Allemagne dans une guerre industrielle où chaque armée tentait de surpasser l'autre par la puissance mécanique. Lorsque les premières unités d'assaut reçurent l'ordre de s'entraîner sur la machine, les soldats comprirent qu'ils participaient à quelque chose de totalement inédit, une mutation du combat terrestre qui annoncerait les batailles mécanisées du siècle suivant. La partie suivante décrira les essais, les premiers déploiements et les défauts que les équipages découvriraient dès les premiers kilomètres, révélant à quel point ce monstre d'acier était puissant,
mais aussi difficile à apprivoiser. Lorsque les premiers équipages furent affectés aux unités d'assaut nouvellement créées, ils découvrirent que l'A7V n'était pas seulement un colosse métallique, mais surtout un espace oppressant, où chaque mouvement devait être coordonné avec une précision presque chirurgicale. 18 hommes prenaient place dans ce compartiment exigu, et chacun avait une fonction essentielle. Le moindre geste parasite provoquait une gêne immédiate, car l'intérieur était rempli de munitions, de caisses d'outils, de systèmes mécaniques bruyants et de conduites qui serpentaient entre les parois. La chaleur générée par les deux moteurs Daimler semblait étouffer le moindre souffle, et les équipages apprenaient très vite que survivre à bord exigeait autant de résistance physique que de discipline. Les premières séances de conduite révélèrent une vérité que les ingénieurs soupçonnaient déjà. La vision du conducteur était limitée à un degré qui dépassait l'attendu. L'épais blindage frontal, percé de petites ouvertures protégées par des volets métalliques, créait une zone morte considérable devant le véhicule. Le conducteur ne distinguait les obstacles qu'à la dernière seconde, et l'avancée du char ressemblait parfois à une progression à l'aveugle. Pour compenser cette faiblesse, 2 membres d'équipage se plaçaient près des meurtrières latérales afin de guider la machine par des signaux convenus. Mais dans l'agitation d'un champ de bataille, leur voie était souvent couverte par les moteurs et les rafales des mitrailleuses. Le comportement du blindé sur terrain accidenté posa rapidement d'autres difficultés. Sa hauteur inhabituelle et son centre de gravité élevé rendaient certaines pentes particulièrement dangereuses. Chaque inclinaison excessive provoquait une oscillation inquiétante, et plusieurs équipages rapportèrent avoir frôlé le renversement lorsque les chenilles perdaient leur adhérence dans les traces de bombardements récents. Les officiers de l'unité d'essai notèrent que les zones dont le sol avait été complètement retourné par l'artillerie étaient parmi les plus périlleuses, car l'avant du char, doté d'un long surplomb, s'enfonçait parfois dans un cratère avant que les chenilles ne puissent redonner de la traction. Malgré ces contraintes, les équipages appréciaient la puissance de feu que l'A7V pouvait concentrer sur un point précis. Les 6 mitrailleuses MG Hart couvraient des angles variés, permettant de balayer un fossé, une tranchée ou une position improvisée en quelques secondes. Le canon principal, monté à l'avant, fournissait un appui redoutable contre les points fortifiés, et les premiers tests de tir démontraient une capacité à percer des parapets que les soldats avaient jusque-là beaucoup de mal à neutraliser. Cette combinaison transformait le monstre d'acier en une forteresse mobile qui pouvait briser un segment des lignes ennemies lorsque l'infanterie avançait en synchronisation. L'autonomie du char surprit également les observateurs. Avec 500 litres de carburant répartis dans plusieurs réservoirs, l'A7V pouvait accomplir des déplacements prolongés sur routes praticables, même si sa vitesse n'excédait pas une quinzaine de kilomètres par heure dans les meilleures conditions. Sur terrain meuble, elle chutait dramatiquement, mais l'avantage restait suffisant pour répondre aux besoins des offensives allemandes, qui cherchaient des percées rapides mais localisées. À mesure que les essais se poursuivaient, les officiers comprirent que le blindé demandait un niveau de maintenance exceptionnel. Les suspensions à 24 galets indépendants exigeaient une surveillance constante, car la moindre déformation augmentait considérablement les risques de panne. Les mécaniciens embarqués dans les essais rapportaient que les vibrations internes pouvaient desserrer certaines fixations, et il devint nécessaire d'organiser des inspections complètes après chaque déplacement important. Ce besoin d'entretien permanent allait devenir l'un des défis majeurs du véhicule, une fois déployé au combat. Les équipages, quant à eux, continuaient de s'entraîner à coordonner leurs tirs. Les instructions d'ouverture du feu, de correction de trajectoire et de rechargement nécessitaient une cohésion quasi militaire à l'intérieur même du char. Le commandant, debout près du périscope, devait surveiller les positions ennemies et transmettre des ordres précis à un groupe de soldats souvent aveuglés par la fumée des détonations, assourdis par les moteurs et secoués par le déplacement continu de la machine. La moindre erreur dans la synchronisation créait un chaos immédiat, car la place manquait pour reprendre une organisation ordonnée en pleine action. Mais ce qui stupéfia le plus les premiers observateurs, c'était la réaction des soldats allemands lorsqu'ils furent autorisés à tester des Mark IV britanniques capturés. Plusieurs d'entre eux découvrirent que, malgré leur apparence primitive, ces chars étrangers offraient une stabilité surprenante dans la boue et une répartition du poids plus favorable que celle de l'A7V. Ce contraste suscita des débats internes, mais les officiers savaient que l'heure n'était pas à la comparaison théorique.
L'Allemagne devait désormais engager ses propres blindés sans attendre. La partie suivante plongera dans les premières opérations réelles, lorsque les A7V sortirent enfin des ateliers pour vivre leur baptême du feu lors d'une série d'engagements où ils allaient révéler autant leurs forces que leurs limites, ouvrant la voie au tout premier duel entre chars de l'histoire. Lorsque les premiers A7V furent déclarés opérationnels, ils furent intégrés à des unités spécialement créées pour exploiter leur potentiel. Les hommes affectés à ces formations avaient déjà parcouru des semaines d'entraînement intensif, mais rien ne pouvait réellement préparer un équipage au tumulte brutal d'un déploiement réel. La machine, encore neuve, portait les marques d'ajustement improvisés. Boulons resserrés à la hâte, plaques soudées pour renforcer certains points vulnérables et dispositifs de communication simplifiés pour limiter la cacophonie intérieure. Malgré cela, les officiers décidèrent que le moment était venu de tester la création de Volmer dans des conditions authentiques. Au début de l'année 1918, une offensive allemande fut lancée dans la région du canal de Saint-Quentin, et plusieurs A7V furent envoyés pour soutenir l'avancée. Pourtant, avant même d'apercevoir l'ennemi, une partie des blindés révéla des faiblesses inquiétantes. Certains moteurs surchauffèrent malgré la fraîcheur du matin, d'autres furent immobilisés par des problèmes de transmission qui bloquaient les chenilles d'un côté. Les conducteurs, qui avaient appris à composer avec les limites de la machine, comprirent que le moindre dysfonctionnement pouvait transformer l'engin en cible immobile exposée aux tirs adverses. 3 chars furent ainsi mis hors service avant d'avoir parcouru une distance suffisante pour rejoindre les premières lignes. Les A7V, qui réussirent néanmoins à atteindre la zone d'affrontement, se retrouvèrent plongés dans une situation complexe. Les artilleurs britanniques, ayant remarqué des masses blindées inhabituellement hautes se déplacer dans la brume, dirigèrent immédiatement leurs tirs vers les silhouettes naissantes. Les obus s'abattirent autour des chars allemands, projetant de la terre et des éclats contre les parois d'acier. À l'intérieur, la résonance assourdissante provoquait un ébranlement constant qui rendait la communication presque impossible. Chaque explosion semblait frapper directement le blindage, même lorsqu'elle éclatait à plusieurs mètres du véhicule. Pourtant, l'arrivée des A7V produisit un effet inattendu. Les fantassins allemands, jusque-là freinés par les mitrailleuses britanniques dissimulées dans des points d'appui, virent soudain les postes ennemis ciblés par le canon frontal du char. Les positions jusque-là difficiles à neutraliser étaient frappées par des tirs précis, et les 6 MG Hart balayèrent les zones de résistance. L'infanterie avança dans l'ombre du blindé, profitant de l'écran d'acier qu'il offrait. Cette coordination, encore rare à l'époque, donna aux soldats le sentiment qu'ils participaient à une nouvelle forme d'assaut, où la puissance mécanique remplaçait l'immobilisme des anciennes tactiques. L'un des A7V engagés dans la zone faillit cependant compromettre l'opération. En progressant sur un terrain rempli de trous d'obus partiellement dissimulés par l'humidité, il s'avança sur une pente trop marquée et se retrouva violemment secoué par l'instabilité de ses propres suspensions. Une inclinaison trop prononcée provoqua un déséquilibre inquiétant, et l'engin oscilla pendant plusieurs secondes au bord du basculement. Les membres d'équipage, crispés autour de leur poste, virent la masse du char se redresser lentement, comme si l'acier lui-même refusait de céder à la gravité. Une fois stabilisé, l'engin poursuivit son avancée, mais les soldats n'oublièrent jamais ce moment où leur blindé avait failli se retourner sous leurs pieds. Les performances de tir, en revanche, impressionnèrent les observateurs. Les embrasures du char permettaient aux mitrailleurs d'ouvrir le feu dans plusieurs directions tout en restant protégés par le blindage. La cadence soutenue de la MG Hart provoquait une pression constante sur les défenses britanniques et les balles traçantes marquaient des arcs lumineux qui traversaient la fumée des bombardements. Le canon de 57 mm opérant à l'avant du char démonta plusieurs barricades improvisées et força d'autres unités ennemies à se replier plus loin en direction des tranchées secondaires. Toutefois, les premiers retours opérationnels montrèrent une vérité dérangeante. La mécanique sophistiquée du blindé souffrait énormément de l'environnement dans lequel il était engagé. La boue épaisse s'infiltrait dans les galets, réduisant leur capacité à soutenir le poids du char. Les vibrations internes provoquaient des détériorations lentes mais constantes sur les fixations, au point que certains équipages durent interrompre leur progression pour resserrer les structures internes avant qu'un élément essentiel ne cède.
Le moindre arrêt exposait les chars aux tirs directs, et plusieurs hommes comprirent à quel point la frontière entre puissance et vulnérabilité était mince. Ces premières opérations ne suffisaient pas encore à prédire l'avenir du blindé, mais elles révélaient que l'Allemagne venait d'entrer dans une ère où la guerre dépendait autant de l'acier que du courage individuel. Pourtant, aucun de ces engagements ne pouvait rivaliser avec l'événement qui allait se produire quelques semaines plus tard, lorsque les A7V rencontreront pour la première fois des marques britanniques dans un duel qui changerait l'histoire des combats mécanisés. La prochaine partie racontera en détail ce choc inédit entre 3 A7V et 3 marques britanniques, un affrontement où chaque tir, chaque manœuvre et chaque erreur deviendra un moment fondateur de l'art du combat blindé. Lorsque les A7V furent engagés de manière plus régulière au printemps 1918, les équipages savaient qu'ils participaient à une phase expérimentale dont personne ne pouvait prévoir les conséquences. Les blindés allemands, encore rares et difficiles à maintenir en condition, avançaient en soutien de l'infanterie lors de plusieurs opérations locales. Mais un événement inattendu allait projeter ces machines dans l'histoire militaire. La première confrontation directe entre chars, un affrontement qui se déroula près de Villers-Bretonneux et qui modifierait durablement la perception du combat mécanisé. Ce jour-là, 3 A7V se déplaçaient en formation échelonnée à travers un secteur ravagé par des semaines de bombardements. La brume matinale masquait partiellement les lignes britanniques, et les officiers allemands espéraient profiter de cette couverture naturelle pour avancer jusqu'aux positions avancées ennemies. À l'intérieur des chars, chacun se concentrait sur sa tâche. Les mitrailleurs surveillaient les failles dans les ruines, le pilote contrôlait la vitesse en tenant compte des irrégularités du sol, tandis que le commandant, appuyé sur son périscope, tentait de distinguer les premières silhouettes adverses. Pendant plusieurs minutes, l'avancée sembla se dérouler sans opposition majeure, jusqu'au moment où un observateur allemand repéra des formes rectangulaires se détachant de l'horizon. Les contours caractéristiques des marques britanniques apparurent dans le voile gris qui recouvrait encore les champs. 2 d'entre eux étaient des versions dites femelles, équipées uniquement de mitrailleuses, tandis que le 3e était un modèle mâle doté de canons à l'avant. Le commandant du premier A7V comprit immédiatement qu'un choc inédit se préparait. Les mitrailleuses britanniques ouvrirent le feu en premier, mais les balles ricochèrent contre les plaques épaisses du blindage allemand. L'écart entre les deux camps se réduisait rapidement, et les équipages percevaient déjà la puissance des moteurs ennemis gronder à travers le sol. Dans l'A7V de tête, l'ordre fut donné d'ajuster le canon frontal vers la silhouette du marque qui se trouvait légèrement sur la droite. La détonation soudaine du tir fit trembler toute la structure, et le projectile s'éleva en arc avant d'atteindre la zone avant de l'un des véhicules adverses. Le choc fut visible, mais le blindage britannique résista. Les 2 marques femelles, conscients qu'ils ne pouvaient pas répondre efficacement au canon allemand, cherchèrent à contourner les A7V pour empêcher un encerclement. Leurs mitrailleuses crépitaient sans interruption, mais les projectiles n'avaient pas l'impact nécessaire pour arrêter la progression des blindés allemands. Les équipages britanniques ressentaient déjà la pression psychologique intense que créait l'A7V, beaucoup plus haut et doté d'une présence massive qui semblait écraser tout ce qui se trouvait dans son axe. C'est à ce moment qu'intervint le Mark Mal, dont le canon représentait une menace bien réelle pour les chars allemands. Son commandant, ayant repéré l'A7V de tête, ordonna une correction de tir, puis un premier coup fut déclenché. L'obus frappa l'un des flancs du char allemand, provoquant un grondement sourd dans l'habitacle. Quelques secondes plus tard, un second tir toucha presque la même zone, et l'A7V commença à montrer des signes de déséquilibre. Les vibrations internes se multiplièrent tandis que l'équipage tentait de maintenir le contrôle. La 3e salve fut celle qui causa la rupture fatale. Le blindé pivota sous l'impact, glissa sur un sol instable et bascula dans un cratère, où il s'immobilisa dans un nuage de fumée et de poussière. Les 2 autres A7V, témoins de la destruction du véhicule de tête, réalisèrent que le Mark Mal représentait la plus grande menace. Ils ajustèrent leurs tirs en direction de cette cible, mais la position légèrement surélevée des Britanniques leur donnait un avantage tactique. Les chars allemands tentèrent néanmoins d'avancer pour réduire la distance, conscients que leur précision augmentait à mesure que l'ennemi entrait dans la trajectoire optimale du canon frontal. Les marques femelles, qui avaient jusque-là tenté de gêner l'avancée des A7V,
commencèrent à subir les effets du tir ciblé des mitrailleuses allemandes. Leurs plaques latérales, moins épaisses que celles du modèle mâle, furent perforées en plusieurs points, rendant l'habitacle dangereux pour les servants. Les équipages britanniques durent réagir rapidement. Certains tentèrent de se replier, tandis que d'autres continuèrent d'offrir un tir suppressif pour protéger le Mark mâle, toujours engagé contre les blindés allemands. Le duel se transforma en une succession de tirs précis et de manœuvres hésitantes, chaque char essayant de trouver un angle d'attaque favorable sans s'exposer à une riposte décisive. Les Allemands, bien que dotés d'un blindage plus régulier, souffraient de leur faible visibilité, ce qui compliquait la coordination interne et les corrections de tir. Les Britanniques, quant à eux, bénéficiaient de l'expérience accumulée depuis les premières batailles de la Somme, où leur marque avait été perfectionnée au fil des assauts. Finalement, après une série d'échanges intensifs, les 2 A7V survivants choisirent de se retirer afin de préserver leur véhicule, conscients que rester sur place risquait de leur faire subir le même sort que l'équipage du blindé tombé quelques minutes plus tôt. Les Britanniques maintinrent leur position, marqués par la violence de l'affrontement, mais également surpris par la robustesse et la puissance de feu démontrées par les machines allemandes. Ce duel inédit allait devenir un jalon majeur dans l'histoire militaire, révélant autant les limites des premières générations de chars que les possibilités immenses qu'offrait la mécanisation du champ de bataille. Après l'affrontement de Villers-Bretonneux, les A7V encore en état de marche furent redistribués dans différentes unités où ils reprirent leur rôle d'appui rapproché. Les équipages, encore secoués par l'intensité du duel précédent, comprirent que chaque sortie devait être préparée avec une minutie extrême, car la moindre défaillance mécanique pouvait transformer leur colosse d'acier en simple carcasse abandonnée dans le no man's land. Malgré ces risques constants, les blindés allemands continuèrent d'être engagés dans plusieurs offensives locales, où ils furent employés pour ouvrir des passages dans les zones fortifiées que l'infanterie avait de plus en plus de difficultés à franchir. À mesure que les semaines passaient, les limitations structurelles du char devinrent plus visibles. Le châssis, soumis à des charges importantes lors des mouvements brusques, présentait des signes d'usure avancée. Les galets de roulement étaient régulièrement remplacés, car la pression exercée par les 33 tonnes du blindé les déformait à une vitesse anormale. Les ingénieurs chargés de l'entretien savaient que ces machines n'avaient jamais été conçues pour des engagements prolongés, mais la situation stratégique poussait l'armée allemande à exploiter chaque unité encore fonctionnelle, même lorsque l'état général du char laissait présager de futures pannes. Les problèmes de mobilité se révélèrent particulièrement contraignants lors des tentatives de progression à travers les terrains les plus bouleversés par l'artillerie. Une fois immobilisé dans une zone détrempée ou trop accidentée, l'A7V devenait pratiquement impossible à extraire sans une intervention lourde, ce qui signifiait qu'il risquait d'être abandonné au premier tir d'artillerie ennemi suffisamment précis. Plusieurs équipages rapportèrent avoir dû quitter leur véhicule en urgence lorsque celui-ci s'enfonçait dangereusement, incapable de dégager ses chenilles d'un sol devenu instable sous l'effet des bombardements récents. Malgré ces difficultés récurrentes, les A7V parvinrent encore à jouer un rôle dans les combats qui suivirent. Leur capacité à concentrer une puissance de feu impressionnante sur des points bien définis en faisait des outils redoutables pour neutraliser des postes fortifiés improvisés par les unités britanniques. Lors de certaines opérations, les mitrailleuses de bord réussirent à disperser des groupes ennemis avant que ceux-ci ne puissent établir des positions solides, permettant à l'infanterie allemande de progresser plus efficacement. Toutefois, chaque engagement rappelait à quel point la mécanique complexe du blindé demandait une vigilance constante pour éviter une panne irréversible. À l'approche de l'automne, l'usure générale des A7V devint si importante que plusieurs exemplaires furent retirés avant même d'être endommagés au combat. Les rapports techniques soulignaient des fissures dans certaines plaques de blindage, des défaillances dans les transmissions et des détériorations préoccupantes dans le système de suspension. Les hommes chargés de maintenir ces géants d'acier en condition comprirent que leur durée d'utilisation touchait à sa fin et que l'armée allemande n'était plus en mesure de fournir des pièces de rechange à un rythme suffisant pour maintenir tous les véhicules opérationnels. Lorsque l'armistice fut signé, 18 A7V étaient encore recensés dans les inventaires allemands, dispersés entre dépôts, zones de réparation et unités en repli.
La plupart furent rapidement saisis et démantelés par les forces alliées, car leur conception représentait un intérêt limité dans un contexte où les Britanniques et les Français disposaient déjà de centaines de blindés plus modernes. Les carcasses de plusieurs exemplaires furent découpées sur place, tandis que d'autres furent déplacées pour être étudiées avant d'être détruites à leur tour. Un seul exemplaire échappa à ce sort, l'A7V numéro 506, surnommé Méphisto en raison de l'emblème peint sur son flanc. Abandonné dans un cratère après un engagement particulièrement violent, il fut récupéré en 1919 par les troupes australiennes, qui y virent un trophée exceptionnel. Le blindé fut transporté jusqu'en Australie et exposé comme un symbole des combats mécanisés qui avaient marqué la fin du conflit. Sa présence dans les musées modernes rappelle la singularité d'un véhicule qui avait représenté les premiers pas de l'Allemagne dans un domaine où elle deviendrait, quelques décennies plus tard, l'un des acteurs majeurs. D'autres A7V connurent un destin différent. Quelques structures furent utilisées comme base pour construire des reproductions à des fins d'instruction ou d'exposition, tandis que certains éléments, récupérés avant la destruction des véhicules, furent intégrés à des prototypes étudiés par des ingénieurs cherchant à comprendre les solutions techniques mises en œuvre dans ce premier modèle. Même si la machine ne survécut pas en nombre, son architecture influença plusieurs projets ultérieurs, en particulier les configurations de châssis et les systèmes de répartition du poids, qui deviendraient essentiels dans la conception des blindés du siècle suivant. L'A7V s'éteignit donc comme il avait vécu, dans la rareté, la démesure et la tension mécanique permanente. La machine ne changea pas le cours du conflit, mais elle marqua profondément ceux qui la virent en action et inspira indirectement une génération entière de concepteurs qui s'appuieraient sur ses réussites et ses échecs pour imaginer les blindés à venir. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à écrire en commentaire quel véhicule légendaire tu veux voir dans la prochaine vidéo.